Le FBI vient de publier cette photo d'une personne d'intérêt en lien avec l'horrible meurtre de Charlie Kirk survenu hier. Cela survient alors qu'ils ont apporté aujourd'hui de nouvelles preuves et mises à jour dans leur recherche de l'assassin. Lors d'un débat en plein air à l'université de la vallée de l'Utah, l'influenceur conservateur a été touché au cou par une balle tirée par un membre du public. Chaos, confusion, un coup de feu retentissant dans le monde entier. Nous allons analyser ce que nous venons d'entendre avec l'ancienne agente du FBI et de la CIA, Tracy Walder. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Charlie Kirk, le cofondateur de Turning Point États-Unis d'Amérique, un allié fidèle de certaines des personnes les plus influentes de notre gouvernement, et oui, une personnalité en ligne controversée avec des millions d'abonnés, est décédé à l'âge de 31 ans. C'est un jour sombre pour notre pays. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux hier, je vais le répéter. Nous couvrons certains des pires maux de ce pays presque tous les jours. J'ai été écœuré, choqué et dégoûté par ce que j'ai vu hier. Et je demande à tout le monde de, s'il vous plaît, penser et prier pour la famille et les amis de Charlie Kirk, car ils doivent de maintenant affronter cette nouvelle réalité de douleur, de perte et de confusion à laquelle les proches des victimes sont confrontés chaque jour dans ce pays. Ce père marié de 2 enfants est reconnu pour avoir mobilisé les jeunes électeurs républicains lors de la présidentielle de 2024. Il organisait ses célèbres débats dans des universités à travers le pays, recevant des éloges de certains, des critiques d'autres, et celui-ci était son dernier. Kirk a été tué mercredi lors d'un événement universitaire. Et encore une fois, nous allons aborder ce que le FBI vient de déclarer. Mais il semble, d'après leurs commentaires, qu'il s'agirait peut-être d'un tireur isolé. Un tireur isolé qui se trouvait sur un toit près du centre du campus de l'université de la vallée de l'Utah à Orem. Nous découvrons à l'instant de nouveaux détails sur ce tireur grâce à la sécurité publique et au FBI. Nous allons vous présenter les nouvelles images de la conférence de presse et inviter l'ancien agent Tracy Walder pour analyser la signification et l'analyse des preuves potentielles. Sommes-nous plus près d'attraper le tireur présumé? Parlons-en, voici ce que nous savons. Des participants faisaient la queue dehors pour interroger cet activiste conservateur sur la violence armée et l'identité de genre. Kirk a souvent, vous savez, ces réponses qui résonnent fort dans un micro sur la place du campus. Beaucoup d'effervescence politique là-bas, et c'est toujours une figure controversée. Et le New York Times rapporte que 3000 personnes s'étaient rassemblées pour voir Kirk prendre la parole alors qu'il entamait une nouvelle série de tournées universitaires. Celle-ci s'appelait le Retour américain. Maintenant, Kirk était assis sous un auvent. Il était entouré de barrières métalliques et de sa sécurité rapprochée. Nous pourrons avoir une conversation séparée et peut-être que nous le ferons sur le manque potentiel de sécurité. Mais sur une scène dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, un membre du public se tenant à seulement quelques mètres interrogeait Kirk sur la récente violence armée en Amérique. Savez-vous combien d'Américains transgenres ont commis des fusillades de masse ces 10 dernières années? Beaucoup trop. Le mien est beaucoup, non? Je vais vous accorder un peu de crédit. Jim, sais-tu combien il y a eu de tireurs de masse en Amérique au cours des 10 dernières années? Conseil ou sans la violence des gangs. Et à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un seul coup de feu et Charlie Kirk est tombé. Si vous avez vu les vidéos en ligne, elles sont choquantes. Nous avons vu cette vidéo filmée par des gens dans la foule. Elle montre le moment où une balle a littéralement traversé le cou de Kirk, le projetant au sol. C'est horrible. Il a été transporté jusqu'à un véhicule proche. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital. C'était à quelques kilomètres, mais il a été déclaré mort. Les responsables de l'Utah diront plus tard qu'ils pensaient à une attaque ciblée, une balle, une victime. À ce moment-là, les gens présents à l'événement se sont dispersés dans toutes les directions. Ils criaient, ils tombaient les uns sur les autres. Ils essayèrent de comprendre d'où venaient les coups de feu et s'il y aurait d'autres tirs. Le tireur aurait été sur le toit du Centre Losey, un bâtiment proche du campus. C'est à environ 150 à 200 mètres du rassemblement sur la pelouse centrale. Et dans une vidéo non vérifiée publiée sur les réseaux sociaux, on semble voir une personne allongée sur le toit du bâtiment. À présent, les forces de l'ordre n'ont pas confirmé cette vidéo, ni dit que la personne sur le toit est le tireur, mais parlons de ce qu'ils ont effectivement déclaré, d'accord? C'est nouveau. Donc, le commissaire à la sécurité publique de l'Utah et l'agent spécial du FBI en charge de l'enquête ont donné de toutes nouvelles informations jeudi matin à propos du tireur, et c'est de cela dont nous voulons parler maintenant. Alors, qu'ont-ils appris sur lui jusqu'à présent?
Comment a-t-il pu s'enfuir? Regardez. Grâce à tout ce travail la nuit dernière, nous avons pu faire quelques avancées. Nous avons pu retracer les déplacements du tireur. À partir de 11h52, le suspect est arrivé sur le campus, peu de temps après avoir quitté le campus. Nous avons suivi ses déplacements sur le campus, à travers les cages d'escalier, jusqu'au toit, puis sur le toit, jusqu'à un emplacement de tir. Après la fusillade, nous avons pu suivre ses déplacements alors qu'il se rendait de l'autre côté du bâtiment, sautait du bâtiment, puis fuyait le campus pour se diriger vers un quartier résidentiel. Nos enquêteurs ont parcouru ces quartiers, contactant toutes les personnes possibles disposant de caméras de porte, des témoins, et ont minutieusement travaillé dans ces communautés pour essayer d'identifier des pistes. Nous avons de bonnes vidéos de cet individu. Nous ne diffuserons pas cela pour l'instant. Nous travaillons avec certaines technologies et méthodes pour identifier cet individu. Si nous échouons, nous solliciterons les médias et rendrons cela public pour obtenir de l'aide pour l'identifier. Sommes confiants dans nos capacités en ce moment et nous aimerions avancer de manière à assurer la sécurité de tous et à faire progresser ce processus de façon appropriée. Et le FBI a également révélé qu'ils avaient en trouvé l'arme du crime présumé. Ce matin, je peux vous dire que nous avons récupéré ce que nous pensons être l'arme qui a été utilisée lors de la fusillade d'hier. C'est une carabine à verrou puissante. Cette carabine a été retrouvée dans une zone boisée où le tireur s'était enfui. Le laboratoire du FBI va donc analyser cette arme. Les enquêteurs ont également recueilli des empreintes de chaussures, une empreinte de paume et des empreintes d'avant-bras pour analyse. Je comprends qu'il y a beaucoup de questions concernant le mobile. Je vous assure que toutes les pistes, informations et indices sont pleinement examinés. Depuis ce matin, nous avons reçu plus de 130 informations, merci à la communauté. Le FBI a mobilisé toutes ses ressources et nous continuerons à le faire tout au long de cette enquête. De plus, cela vient tout juste de sortir dans le Wall Street Journal. Il rapporte que les munitions utilisées par le meurtrier de Charlie Kirk pourraient avoir été gravées avec une idéologie transgenre et antifasciste. Si cela est vrai, cela rend la motivation potentielle de ce meurtre beaucoup plus claire. Mais nous verrons. Nous aurons plus d'informations à ce sujet. Bien que les autorités ne révèlent pas l'identité du tireur, elles suggèrent qu'il s'est fondu dans la foule sur un campus universitaire. Ce que je vais révéler sur le suspect, c'est... Le suspect s'est bien fondu dans une institution universitaire. Nous ne donnons pas beaucoup de détails pour l'instant, mais cela viendra bientôt. Mais pour l'instant, nous ne le faisons pas. Mais cette personne semble avoir l'âge d'un étudiant. Nous sommes confiants de retrouver cette personne, même si son identification n'est pas immédiate. Très intéressant. Le commissaire à la sécurité publique a aussi rappelé l'importance du 11 septembre pour l'histoire américaine et l'unité des forces de l'ordre autour d'un même objectif. Historiquement, le 11 septembre, les forces de l'ordre se sont réunies en groupe pour reconnaître et honorer ceux qui se sont sacrifiés pour préserver les idéaux de ce pays, les libertés de ce pays. Et au lieu de cela, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un meurtrier qui a choisi de violer nos droits, les droits d'un individu dans ce pays. Je fais venir Tracy pour discuter de la signification de tout cela. Mais le FBI et d'autres agences travaillent activement pour essayer de retrouver ce tireur. Il y a désinformation et erreurs d'identification. Cela s'est propagé de façon incontrôlée jusqu'à présent. Et juste quelques minutes après la fusillade, des détails ont commencé à circuler en ligne au sujet d'une arrestation. Des images sur les réseaux sociaux montraient un homme âgé emmené de force par plusieurs personnes. Et bientôt, les autorités publieraient un communiqué indiquant que cet homme n'était pas le tireur. Il a été arrêté pour obstruction, il n'est pas le tireur. Quelques heures plus tard, le directeur du FBI, Kash Patel, a annoncé sur X, ex-Twitter, que le suspect de la fusillade ayant coûté la vie à Charlie Kirk est en garde à vue. Peu après, le directeur a précisé que le suspect en garde à vue a été relâché après interrogatoire par les forces de l'ordre. Notre enquête continue et nous diffuserons toujours des informations par souci de transparence. Le commissaire à la sécurité publique a insisté que ces personnes ne doivent pas être prises pour cible en personne ou en ligne. Hier, lors de l'enquête,
Nous avons identifié et interrogé d'autres personnes d'intérêt. Après avoir été relâchés et innocentés, ils ont subi un examen minutieux et reçu des menaces. Nous avons demandé au public d'être patient pendant l'enquête. Ces personnes n'étaient pas des suspects, elles étaient des personnes d'intérêt. Nous vous demandons de ne pas vous immiscer auprès de ces personnes, ni dans ce processus d'enquête. Ils ne méritent pas ce harcèlement simplement parce qu'ils sont concernés. Et cela pousse à se demander, est-ce pour cela qu'ils ne publient pas la vidéo du tireur présumé? Nous allons en parler. Des mémoriaux improvisés ont été installés sur le campus et certains se sont réunis au Capitole de Salt Lake City pour rendre hommage à Charlie Kirk. Certains ont rendu hommage au siège de Turning Point États-Unis d'Amérique en Arizona. Donald Trump, parmi les premiers à confirmer la mort de Kirk, s'est exprimé mercredi soir depuis le bureau ovale. Charlie était un patriote qui a consacré sa vie à la cause du débat ouvert et au pays qu'il aime tant, les États-Unis d'Amérique. Il a lutté pour la liberté, la démocratie, la justice et le peuple américain. C'est un martyr pour la vérité et la liberté. Et il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi respecté par la jeunesse. C'est un moment sombre pour l'Amérique. Charlie Kirk a parcouru le pays, engageant joyeusement le dialogue avec tous ceux qui étaient intéressés par un débat de bonne foi. Sa mission était d'impliquer les jeunes dans le processus politique, ce qu'il a fait mieux que quiconque, de partager son amour du pays et de diffuser les mots simples du bon sens. Sur les campus du pays, il a défendu ses idées avec courage, logique, humour et grâce. Il est grand temps que tous les Américains et les médias affrontent le fait que la violence et le meurtre sont les conséquences tragiques. De diaboliser ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord jour après jour, année après année, de la manière la plus haineuse et méprisable possible. Mon administration retrouvera chacune des personnes qui ont contribué à cette atrocité et à d'autres violences politiques, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent, ainsi que ceux qui s'en prennent à nos juges, aux forces de l'ordre et à tous ceux qui apportent de l'ordre dans notre pays. Et d'ailleurs, le président vient d'annoncer qu'il va remettre à Charlie Kirk la médaille de la liberté à titre posthume. Des hommages ont aussi afflué sur les réseaux sociaux. Stephen Miller a écrit sur X « Nos cœurs sont brisés. L'Amérique a perdu l'un de ses plus grands défenseurs. Une famille aimante a perdu un mari et père exceptionnel. Nous devons tous maintenant nous consacrer à vaincre le mal qui a arraché Charlie à ce monde. » Le directeur du FBI, Kash Patel, proche de Kirk, a écrit sur X « Repose en paix, mon ami, le titan conservateur Charlie Kirk. Je prie pour Charlie et sa famille. Sa passion pour l'Amérique et son leadership courageux ont inspiré des millions de personnes et son influence marquera ce mouvement pour des générations. » Barack Obama a écrit sur X « Nous ignorons les motivations du tireur qui a tué Charlie Kirk, mais une telle violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Michel et moi prierons ce soir pour la famille de Charlie, surtout pour son épouse Erika et leurs 2 enfants. » Et alors que les gens fuyaient l'école, des agents des forces de l'ordre armées affluaient à l'intérieur. Ils allaient de bâtiment en bâtiment pour escorter les gens vers la sécurité juste avant 21h. Heure de l'Est, les responsables de l'école ont déclaré la fin de l'alerte, affirmant qu'il n'y avait plus de menaces sur le campus. L'Université de la Vallée de l'Utah a annulé les cours et restera fermée au moins jusqu'à lundi. Nous suivons cette histoire depuis le début. Nous pouvons le faire grâce à notre sponsor Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis, avec plus de 1000 avocats. Savez-vous pourquoi ils sont grands? Ils gagnent souvent et ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Au cours des derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars, alors que la compagnie d'assurance n'avait proposé que 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a obtenu 26 millions de dollars, c'est 40 fois plus que l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Un autre client en Pennsylvanie a obtenu 29 millions de dollars alors qu'on lui proposait seulement 500 000 dollars. Et même si vous pensez que votre dossier ne vaut pas des millions de dollars, pourquoi ne pas simplement déposer une réclamation et vous battre pour ce que vous méritez? Morgan & Morgan simplifie tout. Déposez une réclamation sur votre téléphone en 8 clics. Si vous êtes blessé, déposez facilement une réclamation sur forcepeople.com/LC via le lien ci-dessous ou le code QR à l'écran.
D'accord, je veux donc expliquer ce que tout cela signifie. Cette conférence de presse vient de se terminer et nous accueillons maintenant l'ancienne agente de la CIA et du FBI, amie de l'émission Tracy Walder. Tracy, merci beaucoup d'être venue, je vous en suis vraiment reconnaissant. Parlons donc de ce que nous avons entendu lors de cette conférence de presse. Ils ont pu suivre les déplacements du tireur, affirmant que celui-ci est arrivé sur le campus à 11h52, retraçant ses mouvements dans la cage d'escalier jusqu'au toit. Ils ont localisé l'endroit d'où les tirs ont été effectués, affirmant que le tireur a sauté du bâtiment après la fusillade, s'est enfui dans le quartier et qu'ils ont commencé à ratisser le voisinage, cherchant des images de caméras de porte et contactant toute personne disposant d'enregistrement. Ils ont confirmé qu'ils disposent d'images vidéo du tireur mais qu'ils ne vont pas les diffuser. Et ils travaillent sur des moyens d'identifier cette personne. Avant d'aborder les révélations de cette conférence de presse, commençons ici. Que pensez-vous du travail de la police et qu'en déduire ? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Évidemment, à mon avis, là, c'est un travail de police relativement rapide. J'ai dit hier que ça allait être un processus un peu lourd. D'une certaine façon, et sans critique, vous avez trop de preuves numériques. Vous avez 3000 étudiants à l'université, pas tous, mais vous avez 3000 étudiants qui ont tous des téléphones, tous des vidéos. Vous avez probablement des caméras de surveillance partout dans l'école. Cela prend beaucoup de temps à examiner. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont probablement mobilisé tout le monde, évidemment pendant la majeure partie de la journée d'hier, puis encore aujourd'hui, pour examiner ces enregistrements. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que si, comme ils l'ont dit lors de la conférence de presse, il est arrivé sur le campus ou que le tireur est arrivé sur le campus à 11h52, cette personne n'a en fait pas attendu très longtemps. Je veux dire, ils l'ont laissé attendre un peu, mais on ne parle pas d'heure ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, c'est quelqu'un qui savait évidemment ce qui allait se passer sur le campus ce jour-là, qui connaissait, à mon avis, probablement étudié Charlie, comment il parlait, combien de temps il répondait aux questions et qui était vraiment préparé dans ce qu'il faisait. Mais il savait aussi où Charlie allait être placé et savait exactement où aller. Comme l'idée de ce toit à 200 mètres installer une position qui était planifiée. C'est ce qui trouble ici. Ce n'est pas le cas, on essaie de comprendre étape par étape, mais personne ne semble avoir cherché le meilleur endroit où aller. On a l'impression que tout a été fait très vite, de façon coordonnée et planifiée. Oh oui, il n'y a aucun doute. J'ai d'ailleurs dit ça hier sur News Nation que je pense que cela a demandé pas mal de planification à mon avis, parce qu'en réalité, je pense qu'ils savaient où l'événement aurait lieu. Tout simplement parce que Il avait été promu à l'avance. Ils savaient sûrement que ce serait ce qu'ils appellent un lieu de rassemblement en bocal. Donc, pensez un peu à la fusillade de masse de Las Vegas. C'était aussi en quelque sorte une situation de bocal, si vous voulez. Il savait qu'il serait sans doute un peu abrité par la tente pliante. C'est ce qu'il a tendance à faire dans ces environnements extérieurs, si vous voulez. Je pense que cette personne, à mon avis, était déjà venue sur le campus auparavant et avait probablement repéré certains des bâtiments qu'elle jugeait les meilleurs et les plus opportuns pour tirer ce coup. je vais parler de cette arme qu'ils ont apparemment récupérée dans un instant, mais quelle est la technologie ? Quels sont les moyens dont ils disposent pour identifier ce tireur potentiel à partir des images vidéo? Il existe plusieurs méthodes, notamment la reconnaissance faciale. Je ne sais pas vraiment si elle est efficace avec les caméras de vidéosurveillance ou les sonnettes connectées, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre de la clarté de l'image qu'ils ont de cette personne. Vous pouvez aussi, comme avec Mangione mentionné plus tôt, réaliser un portrait robot de cette personne. Alors, quelle est leur taille? Approximativement, quel est leur poids? Toutes ces informations peuvent être obtenues via des enregistrements vidéo, même de vidéosurveillance, ce qui n'est pas bon. D'accord, parlons de cette arme. Ils ont annoncé avoir retrouvé une arme, un fusil à verrou trouvé dans une zone boisée où ce tireur présumé s'était échappé. Le FBI a annoncé qu'il analyse cette arme. Ah, êtes-vous surpris que l'arme du crime présumé soit un fusil à verrou, d'après ce que nous avons vu et entendu hier? B, le fait de l'endroit où elle a été retrouvée et pourquoi elle a finalement été abandonnée. Et C, comment analyse-t-il l'arme? Je ne suis pas surprise qu'elle ait été retrouvée. C'est ce que quelqu'un ferait dans cette situation. Un fusil à verrou, ce n'est pas facile à dissimuler ou transporter partout, n'est-ce pas? On pourrait facilement te repérer avec ça. Je ne suis pas surprise. Dès le début, juste en entendant le bruit, j'ai deviné que c'était sûrement un fusil, sans même le voir.
Pour moi, il était clair de quel type d'arme il s'agissait. Je ne suis pas surprise qu'elle ait été abandonnée. Je ne sais pas combien de preuves ils vont vraiment pouvoir en tirer. Encore une fois, comme nous en avons parlé auparavant, cette personne était très préparée. Je pense qu'il portait sûrement des gants, un chapeau et que tous les cheveux étaient cachés. Donc, je serais surprise si cela permettait vraiment d'identifier la personne, mais évidemment, cela pourrait être utilisé plus tard lors d'un procès ou quelque chose comme ça. En d'autres termes, vous hésitez à confirmer qu'il pourrait relever des empreintes sur l'arme. Cependant, peuvent-ils découvrir à qui elle était enregistrée? Peuvent-ils savoir qui l'a achetée? Bien sûr, évidemment, tout cela est possible, bien entendu. Je suis simplement honnête, je serais très... Surpris si. On a déjà parlé de ce genre de choses planifiées, non? Examiner l'école, la situation, toutes ces choses, utiliserait une arme qui était enregistrée à son nom ou ne le ferait pas. Pas. Numéro de série effacé. C'est toujours génial quand les criminels font des erreurs. Donc peut-être que c'est là-dessus. Mais j'aurais pensé que l'une des premières choses qu'ils auraient faites aurait été soit d'effacer le numéro de série, soit d'utiliser une arme volée et non enregistrée. Le fusil à verrou c'est difficile à tirer. Si on parle de tirer depuis un toit à environ 200 yards de distance et de tirer sur Charlie Kirk dans le cou, est-ce que c'est un tir difficile? Tu veux dire qu'il faut un certain niveau d'entraînement? Ou que faut-il envisager pour cette arme? Oui, on m'a souvent posé cette question. Je pense qu'on a envie de croire qu'il s'agit d'un genre d'assassin entraîné. Vous savez, peut-être qu'on voit ça dans les films et c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Mais la réalité, c'est qu'un tir à 200 yards, ce qui correspond à peu près à ce dont il s'agit ici. Encore une fois, je n'ai pas les données exactes, mais un tir à 200 yards, je pense qu'il visait probablement la tête, mais il est arrivé un peu plus bas, mais encore une fois, je n'en suis pas certaine. Ceci, C'est quelqu'un qui connaît évidemment les armes. Il n'y a aucun doute. Je ne pense pas que si vous n'avez jamais tenu une arme auparavant, vous seriez capable de faire ça. Mais c'est probablement quelqu'un qui avait une lunette de visée, qui était assis là depuis quelques minutes, qui a eu la cible dans sa ligne de mire et qui a tiré. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui connaît les armes de façon modérée à avancer, mais pas un assassin professionnel. Maintenant, si on parlait de 600 yards ou plus, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit assez loin pour que ce soit un tireur d'élite. un fusil à verrou, c'est courant? Beaucoup de gens en possèdent? Oui, encore une fois, cela dépend de la région, non? Je pense que si tu es En plein centre de New York ou à Los Angeles, non, mais là, c'est Orem, Utah. Il y a la nature sauvage, il y a des chasseurs, il y a, n'est-ce pas, il y a une culture autour des armes à feu. Je vis au Texas, les gens en ont. Donc, je pense que ça dépend tout simplement, pour être tout à fait honnête, avec... vous, de l'endroit où ils vivent. D'accord. Ils ont aussi précisé avoir récupéré une empreinte de chaussure, de paume et d'avant-bras. Comment obtiennent-ils cela et qu'en font-ils? Comment traitent-ils finalement cela pour déterminer l'identité de ces personnes? L'empreinte sera très semblable à celle de l'affaire Brian Kochberger dans l'Idaho. Ils vont bien sûr la photographier. Ils peuvent même en faire un moulage pour obtenir et conserver l'empreinte de la trace de pas. Une fois qu'ils l'ont, le problème est que si c'est une empreinte Nike, des millions de personnes possèdent des Nike, cela ne les aidera peut-être pas à identifier la personne tout de suite, mais cela pourrait servir à la condamner s'ils la retrouvent et trouvent la même empreinte de chaussure. Donc, cela sera utile plus tard comme preuve pour obtenir une condamnation. Alors, une empreinte de paume, évidemment, ce n'est pas la même chose qu'une empreinte digitale, n'est-ce pas? Il se peut qu'aucune base de données ne soit enregistrée, mais il pourrait récupérer de l'acide désoxyribonucléique. Et nous savons à quel point, évidemment, l'acide désoxyribonucléique généalogique a été formidable pour identifier quelqu'un. Si cette personne n'est pas dans le système, il pourrait utiliser une empreinte palmaire. Et quand ils disent que cette personne s'est bien intégrée à l'institution universitaire, qu'est-ce que cela vous dit? Je pense, comme je l'ai dit hier, que cette personne voulait utiliser la couverture de l'université pour elle-même. Point final. Cela me dit qu'il s'agit au moins de quelqu'un qui semble appartenir à un campus universitaire. On parle de quelqu'un ayant entre 18 et la fin de la vingtaine, du moins c'est l'impression donnée. Quelqu'un qui ne chercherait pas forcément à attirer l'attention sur soi, qui ne se démarque pas dans cette situation. Donc, quelqu'un a vu cette personne marcher vers ce bâtiment, si vous voulez. Nous devons aussi prendre en compte le fait qu'il pourrait y avoir eu un changement de vêtements. Ensuite, ils ont dit avoir vu quelqu'un tout en noir, vous savez, s'enfuir de ce toit.
Cela pourrait être moi, quelqu'un qui était venu à l'université, je suppose, en vêtements ordinaires, pas forcément tout en noir, puis qui s'est changé ensuite pour mieux se déguiser. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment l'air d'appartenir à cet endroit. Si je me souviens bien de la conférence de presse, ils ont dit qu'ils avaient reçu quoi? 130 pistes? Ça fait beaucoup. Comment font-ils pour trier tout ça et déterminer ce qui est crédible? Je ne veux pas paraître impoli. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas autant que je pensais. Si vous voulez que je... Sois complètement Honnête. avec toi. Jessie, en fait, je pensais vraiment qu'on en aurait des milliers simplement à cause du nombre incroyable, tu vois, d'étudiants qui étaient là. Après, il y a un quartier, tu sais, avec des sonnettes connectées et caméras, tu vois. Des habitants de cette zone sont sûrement vigilants et veulent aider. Je pensais vraiment qu'on serait dans les milliers, pour être totalement transparente. 130, ce n'est pas peu, c'est bien. C'est un très bon début. Je suis surprise qu'il n'y en ait pas davantage. Tu es étonné que le tireur n'ait pas été arrêté, c'était pourtant un lieu très public. Il n'y avait pas beaucoup de sécurité, non? On parle peut-être d'un manque de force de l'ordre, mais ils sont arrivés rapidement sur les lieux après la fusillade. 3000 personnes étaient nous présentes, toutes avec des caméras. Êtes-vous surpris que le tireur présumé n'ait pas encore été arrêté? Oui, c'est délicat car hier, j'ai dit aux infos. Quand ils ont annoncé l'arrestation de quelqu'un, il me semble que c'était un homme blanc assez âgé, Sur le... seul. J'ai même dit, je ne crois pas que ce soit le tireur. Je pense qu'il est trop tôt pour l'avoir attrapé. Et je pense que le coup de feu venait du toit et tout le monde s'est jeté sur moi à cause de ça. Donc, en fait, je ne suis pas surprise qu'il n'ait pas attrapé cette personne. Je pense que tout cela était très bien planifié. Cette personne avait absolument une route de fuite. Et si le tir venait vraiment du toit, ce ne sera pas quelqu'un qu'on aurait pu attraper immédiatement en sortant de la scène au sol. Je voulais votre explication sur ce qui s'est passé hier. Des rapports mentionnent des individus détenus puis relâchés. Le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué qu'une personne avait été placée en garde à vue puis relâchée après interrogatoire. Je pense qu'il y avait beaucoup de confusion, surtout en ligne, sur la façon dont la journée allait se terminer. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Je vais être honnête, ce n'est pas politique. Je dirais pareil pour tout directeur du FBI. Je ne pense pas qu'ils devraient publier sur les réseaux sociaux tant qu'ils ne savent pas avec certitude qu'il s'agit absolument de la bonne personne, parce que Ça, cela crée de la confusion parmi le public. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les gens baissent leur garde et vous pouvez manquer d'autres indices, des indices légitimes concernant des personnes qui ont réellement commis cela. Donc, je n'étais pas vraiment fan de ça, mais je comprends le besoin de vouloir arrêter quelqu'un qui a fait ça. quand on pense à la façon dont la fusillade s'est produite, en parlant de fusillade, Charlie Kirk parlait de fusillade. Le dernier mot qu'il a prononcé avant d'être abattu était « violence ». Vous le voyez se faire tirer dessus. Pensez-vous qu'il s'agit d'une situation où une seule personne a agi seule, ou pensez-vous que c'était coordonné et qu'il y avait de l'aide? Je veux dire, on ne sait pas pour l'instant. J'ai vu beaucoup de gens discuter en ligne de ce qui a pu se passer ou non. De votre point de vue, nous avons parlé de la possibilité que cela ait été planifié. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes impliquées? Je le pense, mais pas comme tu pourrais l'imaginer, Jesse. Donc, Ce que je pense vraiment, c'est qu'il y a, ce sont des sous-canaux Telegram, ce genre de choses sur les réseaux sociaux où des personnes parlent de ce genre de choses et de ce genre de violence. Donc, je pense à 100% qu'il y avait des personnes dans ce salon de discussion qui aidaient cette personne, qui l'encourageaient, qui voulaient qu'elle le fasse parce que ça existe absolument dans cette sous-culture d'Internet. Selon moi, ces complices viennent de là et il faut absolument stopper cela. très rapidement, toutes les vidéos, tous les participants, est-ce que le FBI, est-ce que les forces de l'ordre local essaient d'interroger toutes ces personnes? Tentent-ils de récupérer ces vidéos? Et après? Oui, c'est difficile parce que, comme on l'a dit avant, c'est que Environ 3000 étudiants. il est très difficile de confisquer tous leurs téléphones, surtout ceux des personnes qui ont fui, n'est-ce pas? Donc, je suppose que ce qu'ils vont faire, c'est que toutes les personnes avec qui ils sont entrés en contact, ils ont probablement pris leur téléphone ou demandé leur téléphone. Ensuite, toute vidéo qu'ils voient être diffusée en ligne, partagée sur les réseaux sociaux, ils vont la retrouver et ils vont retrouver la personne qui l'a fait, pas de manière négative, mais parce qu'ils veulent cette vidéo. Donc, je pense que ce sont les choses qu'ils sont probablement en train de faire en ce moment et qu'ils faisaient hier. Tracy, avant de vous laisser partir, avant que vous ne deviez retourner sur News Nation, et vous êtes une voix tellement brillante sur ce sujet, avez-vous confiance que le tireur sera arrêté dans les prochains jours?
Oh mon Dieu. J'aimerais l'espérer. Ma seule inquiétude, c'est que cette personne a plusieurs heures d'avance. Il y a un aéroport à seulement 45 minutes d'ici. Sans le nom de cette personne, elle a peut-être déjà quitté les États-Unis à ce stade, ce qui complique la situation. Donc, je dirais que ma confiance est probablement à 60-65%. Tracy, écoute, merci beaucoup d'être venu. Je veux dire, littéralement, cette conférence de presse s'est terminée 5 minutes avant que tu n'arrives. J'apprécie toujours ton point de vue. Vous pouvez retrouver Tracy en ligne sur News Nation. Elle y est contributrice. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Nous l'apprécions énormément. Merci de m'avoir invité, Jessie. J'apprécie vraiment. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous dis à la prochaine.